Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal de l'environnement. Voici le sommaire. La première journée de la COP29 a donné naissance au premier texte international pour le marché des crédits carbone. La nouvelle est salutaire pour certains, mais ne fait pas l'unanimité. Pourquoi cela? Vous le saurez dans ce journal. En République démocratique du Congo, un projet sur le barrage Grand Inga pourrait révolutionner l'avenir énergétique du continent africain. De quoi s'agit-il concrètement? C'est à découvrir dans ce journal. Le prince William du Royaume-Uni a conclu un séjour de 4 jours dans la région du Cap en Afrique du Sud. Au cours de ce passage dans la nation arc-en-ciel, l'on retient la promotion de la conservation de la nature et la lutte contre le changement climatique à travers la remise du prix Earthshot. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Démarrons ce journal par la COP29 où le Togo participe depuis lundi aux travaux avec une délégation conduite par le ministre de l'Environnement Katari Folibazi. Le pays est parti avec des objectifs bien précis, notamment sur l'épineuse question du financement, point central de cette 21e conférence des parties sur le climat. Le pays espère obtenir des résultats satisfaisants et c'est le chef de l'État togolais qui le réaffirme lors du sommet des dirigeants. Suivant. Le Togo réaffirme son engagement pour la cause climatique. Le pays confirme cela par sa présence depuis lundi dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, où se déroulent les travaux de la COP29. La délégation togolaise est conduite par le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières. Celui-ci réaffirme l'engagement et les objectifs de son pays à cette grande messe du climat. Les objectifs, c'est d'abord prendre part aux réunions pour l'adoption des textes et ensuite essayer d'avoir des rencontres pour rechercher des financements pour l'exécution des différents projets qui font partie de la feuille de route gouvernementale. Et c'est surtout ça, voir comment nous pouvons rencontrer les différents bailleurs de fonds, les responsables de la société civile et autres aussi qui peuvent contribuer énormément à la réalisation de notre feuille de route. C'est pour cela que nous avons tenu une réunion de préparation au Togo pour voir quelles sont nos priorités. Donc tous ceux qui sont venus ici savent les priorités du pays, qu'on soit de la société civile ou du public. Je crois que tout est fin prêt pour que la participation soit une participation positive à cette COP-là. Les nobles ambitions du Togo sont surtout portées par le président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, présent depuis l'ouverture des travaux à Bakou. Le chef de l'État, lors du sommet des dirigeants, défend les intérêts du Togo et des pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques. Il met également en lumière les actions déjà concrétisées afin d'obtenir des partenariats et des financements nécessaires pour continuer la lutte. Nous sommes ici pour rappeler une vérité simple. Les promesses climatiques non tenues ne suffisent plus. Chaque année, l'urgence s'accentue. Chaque année, l'inaction nous rapproche des points de non-retour. Il est temps que nos actions reflètent l'ampleur de l'urgence. Pour nous amener dans cette direction, je voudrais faire 2 observations. La première, c'est qu'il faut une véritable justice climatique, c'est-à-dire une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays. L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré. En tant que dirigeants, notre responsabilité à chacun est d'aller au-delà des promesses et d'agir concrètement. Le Togo est prêt à faire sa part. Nous avons fait de la durabilité un pilier de notre développement avec des programmes de reforestation, de protection côtière contre l'érosion et une transition énergétique axée sur les énergies renouvelables. Précisons que l'épineuse question du financement est le principal enjeu de cette 29e conférence des parties, signateur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Togo bénéficie pour la 3e fois d'un pavillon en son nom où il présente et défend ses projets. Rappelons que le pays est engagé depuis des années dans la lutte contre les changements climatiques
avec des campagnes nationales de reboisement dont l'objectif culminant est d'atteindre 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Par sa présence à Bakou, le Togo pourra donc acquérir de nouvelles expériences et partager ses acquis. Les premières négociations à Bakou portent déjà leurs fruits. Au terme de la première journée de travail de la COP29, les parties ont adopté les règles pionnières pour le marché des crédits carbone. Ce dernier était jusqu'à présent sans régulation et faisait l'objet d'abus, de fraude et d'éco-blanchiment. Suivons ensemble cet élément pour mieux comprendre. Le premier pas en avant pour le climat est marqué au soir du 11 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan. Le jour 1 de la COP29 a abouti à l'adoption par près de 200 États des premières règles pour le marché des crédits carbone. Sans réglementation internationale avant l'ouverture des négociations, le marché des crédits carbone était sujet d'abus, de fraude et d'éco-blanchiment orchestrés par les gros pollueurs de la planète. Les nouvelles règles de l'ONU pour le marché controversé des crédits carbone sont une étape indispensable pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. L'experte du marché des crédits carbone au Centre pour le droit international de l'environnement, Erika Lennon, se réjouit de cet accord qu'elle qualifie d'extrêmement important. Elle soutient que cela va ouvrir la voie à un marché de carbone plus établi, destiné à échanger les crédits carbone de qualité avec des normes soutenues par les Nations Unies. Paradoxalement, plusieurs organisations non gouvernementales engagées pour le climat critiquent la méthode peu transparente selon elles et par laquelle les textes ont été adoptés dans la soirée du premier jour de la 29e conférence climatique de l'ONU. Toujours lors de la première journée de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'UNICEF ont réaffirmé leur engagement afin de soutenir les enfants qui font face aux défis climatiques. Les deux institutions ont partagé leurs récentes initiatives et réaffirmé leur engagement commun pour garantir le fonctionnement continu des systèmes éducatifs, de santé et d'approvisionnement en eau. Irène Papadina. Le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekoué, et Kitty van der Eyden, directrice exécutive adjointe de l'UNICEF, se sont rencontrés lors de la COP29 pour approfondir leur engagement en matière de solutions climatiques innovantes. Les deux parties ont abordé le financement de projets vitaux pour la santé, l'éducation, la sécurité des enfants dans un contexte de crise climatique. Ces deux institutions sont déterminées à renforcer la résilience climatique dans les régions d'Afrique de l'Ouest. La rencontre a permis à Mme Kitty van der Eyden de présenter des initiatives de l'UNICEF, telles que l'utilisation de l'énergie solaire pour alimenter les infrastructures essentielles, comme les écoles, les centres de santé et les installations d'eau potable. Elle a souligné l'urgence de mettre en place des mécanismes de financement innovants pour soutenir ces projets et maximiser les bénéfices pour les jeunes générations. L'UNICEF a également présenté son initiative d'assurance paramétrique, qui est le premier mécanisme intégré de financement des risques climatiques spécifiquement conçu pour les enfants. De son côté, la BOAD a présenté son programme de prêt lancé en septembre 2024, destiné à soutenir les portefeuilles de prêts souverains en cas de catastrophe naturelle. Ce programme, développé avec des partenaires dont la KfW, représente une avancée dans la réponse aux risques climatiques pour les pays d'Afrique de l'Ouest. L'UNICEF et la BOAD travaillent ensemble sur une facilité climat pour les enfants, destinée à être soumise au Fonds vert pour le climat. Pour finir, Serge Ekoué a rappelé l'urgence d'accélérer les interventions pour répondre aux besoins croissants des populations face aux défis du climat. La République démocratique du Congo mise sur le barrage du Grand Enga afin de révolutionner son système énergétique avec 6 barrages hydroélectriques. Le projet est relancé après quelques années de blocage et pourrait transformer l'avenir énergétique de la RDC et offrir de nouvelles perspectives à toute la région ainsi qu'au continent africain. Honoré Kata nous en parle davantage dans cet élément. Le fleuve Congo offre enfin une solution aux pénuries d'énergie en RDC. Le projet centré autour du barrage de Grand Enga prévoit la construction de 6 nouvelles centrales hydroélectriques en complément des 2 déjà en service. Une fois achevé, il deviendra le plus grand barrage du monde. Des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria ont déjà exprimé leur intérêt pour importer cette électricité. SNEL sert les populations, sert les commerces, sert aussi les industries, en accordant une certaine priorité aux clients miniers qui ont investi. Il n'est dit nulle part
que tout le productif d'un actif de production à 100% va à l'opérateur nulle part. Après des années de blocage en raison de désaccords avec la Banque mondiale sur la transparence, le projet a été relancé pour alimenter en électricité la majorité des Congolais vivant dans la pauvreté et n'ayant toujours pas accès à l'énergie. On doit le faire. Et quelle que soit la source de l'énergie que nous avons, quelle que soit la taille du barrage qu'il faille, il ne faut pas attendre seulement des gros Inga ou des même si c'est un picot, si c'est un nano-barrage, il faut le faire. Cependant, les autorités précisent qu'il faudra encore attendre une décennie pour achever les 6 barrages et commencer à produire de l'énergie propre. Le Sénégal se prépare à lancer sa première production de gaz naturel liquéfié avant la fin de cette année 2024. Le pays prévoit produire 3,5 millions de tonnes de GNL par an. L'information a été dévoilée par le secrétaire général du ministère sénégalais des Mines et du Pétrole, Cheikh Niane, lors de la conférence ADIPEC à Abu Dhabi la semaine dernière. Rafiatou Mbérekou pour plus de détails. Le Sénégal va débuter la production du gaz naturel liquéfié d'ici fin 2024. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, au cours du salon et conférences internationaux sur le pétrole tenu à Abu Dhabi. En effet, le pays souhaite exporter jusqu'à 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Depuis le mois de juin, le Sénégal a déjà franchi une étape en produisant quotidiennement 100 000 barils de pétrole. Ce développement s'inscrit dans une stratégie de diversification énergétique visant à réduire la dépendance aux centrales à pétrole qui représentent encore 75% de la production électrique nationale. À terme, le gouvernement ambitionne également de produire 70% de son électricité à partir du gaz et 30% à partir d'énergie renouvelable. Le champ gazier de Yakar-Teranga, avec des réserves estimées entre 20 000 et 30 000 milliards de pieds cubes, suscite un grand intérêt parmi les investisseurs internationaux. L'entreprise américaine Cosmos Energy est déjà impliquée dans le projet et le Sénégal espère attirer davantage de partenaires pour accélérer la production et sécuriser les investissements d'ici l'année prochaine. L'exportation de gaz naturel liquéfié pourrait apporter des retombées économiques significatives au pays tout en répondant aux besoins énergétiques nationaux. En s'appuyant sur ces nouvelles ressources, le Sénégal cherche à réduire les coûts de l'électricité, rendant l'énergie plus accessible aux populations et contribuant au développement durable. En France, l'Agence de la transition écologique alerte sur l'impact environnemental du secteur numérique. 2 de ses rapports publiés le 4 novembre dernier révèlent le poids environnemental croissant de ce secteur. La cause principale de cette croissance est l'augmentation significative du nombre d'appareils électroménagers et numériques dans les ménages français. Retrouvons Rafiatou Mbérekou. 2 rapports de l'Agence de la transition écologique ADM indiquent l'impact environnemental du secteur du numérique en constante augmentation en France. La première étude est basée sur la consommation des data centers. Selon l'agence, les centres situés en France représentent 16% de l'empreinte carbone du numérique, alors que la grande partie des données des Français sont stockées dans des data centers étrangers. Ces centres de données représentent une part de plus en plus importante de l'impact environnemental, notamment à cause de la hausse du volume de données estimé à environ plus de 20% par an. Le rapport pointe également du doigt la consommation en eau pour le refroidissement de ces centres de stockage de données qui peut s'avérer critique en période de forte chaleur et de stress hydrique. La seconde étude s'attarde aux besoins en métaux dans le secteur du numérique. L'ADM met en avant une forte opacité autour de la composition en métaux des équipements numériques. Par exemple, sur les 25 métaux entrant dans la fabrication des équipements, la Chine est le premier producteur pour 15 d'entre eux et est quasi-monopole pour l'extraction de 10 métaux du périmètre d'étude.
Selon l'Agence de la transition écologique, l'étain, l'argent, le ruthénium, le nickel et l'antimoine sont jugés comme particulièrement critiques et les capacités de recyclage de ces métaux sont très limitées en Europe. Pour la moitié des métaux étudiés, la présente étude montre qu'il n'existe pas de filière de recyclage à l'échelle industrielle en France et dans l'Union européenne. Pour limiter l'impact environnemental du secteur numérique, l'ADM suggère 3 recommandations. Rendre les chaînes de valeur plus transparentes, mettre en place une stratégie de souveraineté et amorcer une réflexion sur la mise en place de bonnes pratiques de sobriété. Les pays africains ont dressé un bilan positif de leur participation à la 27e édition du Salon international Ecomondo tenu à Rimini en Italie. C'est un événement de référence en Europe pour des solutions durables et pour l'économie circulaire. Ce salon a permis aux participants de renforcer leur partenariat dans la transition écologique afin d'harmoniser des stratégies pour un développement durable plus sain pour les générations futures. Francesca Dissou. Les pays africains dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC ont salué leur participation au Salon Ecomondo 2024. Ce dernier s'est tenu du 5 au 8 novembre à Rimini en Italie. Ce fut une occasion pour les participants de renforcer les partenariats pour une transition écologique. Parmi les initiatives prises à ce salon, la création d'un centre d'excellence au Maroc qui va former les acteurs de l'énergie verte en Afrique. Le directeur général adjoint de la Régie de salubrité de Kinshasa, Yves Somoué, a mis en avant l'économie circulaire encouragée par le Forum africain sur la croissance verte. Kouame Konam Arsène, représentant d'un laboratoire agroalimentaire et environnemental en Côte d'Ivoire, a souligné les opportunités de partenariat dans le secteur environnemental. Les représentants italiens, dont le ministre de l'Environnement Massimiliano Conti, ont réaffirmé leur soutien à l'Afrique avec des projets comme le plan Matei visant à promouvoir l'économie verte, notamment par l'introduction de biocarburants au Kenya. Terminons cette édition par un petit voyage en Afrique du Sud. C'est à bord d'un bateau que le prince William du Royaume-Uni a conclu son séjour dans la région du Cap, dans la nation Arc-en-Ciel. Durant ces 4 jours, il a incité les populations à la promotion de la conservation de la nature et à la lutte contre les changements climatiques à travers la remise du prix Earthshot dont il est le promoteur. Léonce Sabou. Le prince William du Royaume-Uni a fait la rencontre des volontaires la semaine dernière à la station de l'Institut national de sauvetage en mer à Simonstown, près du Cap. Il est ensuite monté à bord du navire pour un court trajet jusqu'au port de Kalk Bay. Le prince était en Afrique du Sud afin de promouvoir son prix environnemental annuel dénommé Earthshot. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le mercredi soir dernier au Cap. Lancé en 2021, le prix a pour objectif de subventionner chaque année 5 entreprises respectueuses du climat avec un financement d'1,2 million de dollars. Durant son voyage, le prince William a attiré l'attention sur une multitude de problèmes environnementaux, en l'occurrence le travail effectué par les gardes forestiers, le commerce illégal d'espèces sauvages et les efforts déployés au Cap pour protéger le parc national de la montagne de la Table et ses plantes uniques. Le jeudi, le programme de William était consacré à la conservation et à la durabilité du littoral. Il a à cet effet rencontré un groupe de pêcheurs locaux à Kalk Bay. Il a été ensuite éclairé sur de nouvelles technologies utilisées par ces pêcheurs en vue d'une pêche durable. De cette façon, ils informeront avec plus de détails les clients de la provenance de leurs fruits de mer et sur la manière dont ils sont pêchés. La visite du prince permet de valoriser notre rôle en tant que bénévole et le travail que nous effectuons en Afrique du Sud pour préserver la sécurité des eaux de notre pays. Nous sommes une organisation bénévole. En tant qu'organisation d'intérêt public, nous sommes tributaires du financement des donateurs. Une visite aussi médiatisée que celle-ci permet donc de présenter au pays et au monde entier le travail que nous accomplissons en Afrique du Sud pour tenter de prévenir les noyades et assurer les sauvetages. Se référant à son expérience dans une unité de recherche et de sauvetage au cours de sa carrière militaire, il a interrogé les volontaires du sauvetage en mer de Simonstown sur comment se déroule leur formation et sur le soutien qu'ils reçoivent.
Nous refermons ici cette édition. Merci pour votre aimable attention, tout particulièrement à vous qui nous suivez depuis la région du Cap en Afrique du Sud. Bonne suite de nos programmes. Green TV International, we revive the environment.